Nous allons accueillir Christine. Alors Christine, comme vous pouvez voir, elle est chez Aérospatiale / Air Liquide. Oui, Airbus. Ouais, désolé, je trahis mon âge. Alors, ils avaient un problème. Ils avaient une filiale qui perdait de l'argent depuis 5 ans. Alors, dans l'aéronautique, on fait un truc. Il y avait 3 mecs qui avaient démissionné. On met une femme, comme ça au moins on aura les quotas. Mais le problème, c'est qu'elle elle a retourné la boîte en quelques mois. Et voilà ce qu'elle va nous expliquer. Bien, bonjour. Donc effectivement, ce que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on a mis en place pour redresser la structure. Donc je vais vous dire ce qu'on fait, et ensuite comment on a fait. Sachant que non seulement effectivement on n'avait pas des résultats financiers très brillants, mais on avait surtout des retards de planning épouvantables. Et on finissait progressivement par mettre en danger l'activité de notre client. Donc la situation était quand même assez grave. Alors voilà, la structure s'appelle Eurocryospace. Donc effectivement, c'est un GIE entre ex-aérospatiale, qui est maintenant devenu Airbus Group, mais en réalité il y a une filiale qui a été créée il n'y a pas longtemps. Donc maintenant nous nous appelons Ariane Group. Enfin mon actionnaire s'appelle Ariane Group et Air Liquide. Et nous avons mis en place la théorie des contraintes et donc obtenu 25% de productivité sur notre production. Je vais vous expliquer comment et les résultats acquis. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? En fait, nous sommes en charge de développer et fabriquer les éléments cryotechniques du lanceur Ariane 5. Donc, le GIE a été créé à l'époque, effectivement, par Aérospatiale et Air Liquide, pour mettre en commun les compétences des deux sociétés. Aérospatiale, la partie lanceur, espace, et Air Liquide, la partie cryo. Nous avons donc été créés en 1988, à peu près 160 personnes, et on produit 6 à 7 rangs par an. Donc c'est, vous voyez là le lanceur, et une partie de l'étage principal et de l'étage supérieur que nous fabriquons. Aujourd'hui, Ariane 5 est tiré à une fréquence d'à peu près entre 5 et 7 par an selon les années, et environ 50 millions de chiffre d'affaires. Donc nous vendons nos produits à Ariane Group, qui lui-même les intègre. Donc Ariane Group, Ariane Espace, qui est également l'organe commercial d'Ariane Group, et nous vendons donc les lancements aux opérateurs de satellites. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Donc, je vais passer 2 secondes pour vous expliquer un tout petit peu comment marche Ariane, pour que vous voyez la nature du produit. Donc là, vous voyez le lanceur, vous voyez l'échelle avec le petit bonhomme qui est là. Au moment du décollage, ce sont les boosters auxiliaires qui sont mis à feu. Donc ça, c'est de la poudre, c'est façon missile. Donc ça permet d'avoir une poussée suffisante pour échapper à l'attraction terrestre. Donc les boosters auxiliaires brûlent pendant à peu près 2 minutes et ensuite sont largués. Donc on a un système pyrotechnique qui permet de larguer les boosters, et c'est l'étage principal qui prend le relais, donc avec le moteur en partie basse et les réservoirs. Le moteur de l'étage principal fonctionnant à base d'oxygène et d'hydrogène liquide. C'est là que les compétences d'Air Liquide interviennent, puisque pour maintenir l'oxygène et l'hydrogène à l'état liquide, on doit être à des températures très basses, on est proche du zéro absolu, on est à 20 K pour l'un et 90 K pour l'autre. Donc c'est une technique qui est quand même très particulière, la fabrication est assez complexe. Et puis l'étage supérieur, donc une fois que l'étage principal vole pendant à peu près 10 minutes, au bout de 10 minutes, l'étage principal est là aussi largué. Et la fin de la trajectoire est menée par l'étage supérieur. Donc même principe, un réservoir oxygène, hydrogène liquide, un moteur en partie basse et la partie haute qui abrite évidemment la charge utile, donc les satellites. Et donc l'étage supérieur va aller déposer sur les bonnes orbites, là où les charges utiles, puisque Ariane 5 est capable d'emmener 2 satellites dans l'espace. Donc ce que nous faisons plus particulièrement, c'est le réservoir hydrogène de l'étage supérieur, avec les lignes et tout un tas d'équipements d'accompagnement cryo.
et l'ensemble du réservoir de l'étage principal, qui en fait est composé de 2 réservoirs en un, c'est-à-dire que là vous voyez le réservoir. On a la partie oxygène, donc le réservoir oxygène en partie haute, le réservoir hydrogène en partie basse, et puis un fond commun isolé entre les deux, avec toutes les lignes et les accompagnements également. Alors, la fabrication de tout ça est quand même relativement complexe. Bon, d'abord, vous voyez que ce sont des gros engins. Hein. On parle de 23 mètres de hauteur, 5,40 mètres de diamètre. Donc, on a des outillages qui sont quand même assez remarquables. Et un process de fabrication qui est unique. Donc, on commence par le soudage. Donc, le soudage qui permet d'assembler la partie métallique du réservoir. Une fois qu'on a la partie métallique du réservoir, donc avec plein de contrôles au passage évidemment, on vient l'isoler. Donc on vient coller une protection thermique sur l'ensemble du réservoir qui va permettre de tenir les fameux moins 200 et quelques degrés entre le réservoir oxygène et le réservoir hydrogène. Et puis une partie d'équipement, donc intégration équipement, où à l'intérieur, fais attention Jean-Christophe, parce que quand je passe au laser, et donc une partie d'intégration équipement qui se fait en salle blanche, puisque on doit garantir un niveau de propreté très important à l'intérieur du réservoir et des lignes, pour ne pas endommager le moteur, parce que s'il y a des particules trop importantes qui viennent dans le moteur, on peut aller à l'échec de la mission. Donc on a des contraintes également de propreté très fortes. Donc différentes technologies avec du personnel relativement expert, mais des outillages qui sont quand même très complexes. Alors la situation qu'on avait donc à l'époque, alors j'ai oublié de préciser, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, hein, j'ai pas de problème, interrompez, levez la main si vous voulez des informations ou des éclaircissements, n'hésitez pas. Oui. Qu'est-ce que vous appelez exactement une ligne? Alors la ligne en fait c'est ce qui permet, oui j'ai pas précisé ça, c'est ce qui permet d'alimenter les moteurs. Donc on a les lignes d'alimentation qui envoient l'oxygène et l'hydrogène liquide depuis les réservoirs jusqu'au moteur. Et il y a une boule hélium aussi, je ne sais pas si on la voit bien là, qui permet de pressuriser les réservoirs au fur et à mesure qu'ils se vident pour maintenir la pression à l'intérieur. Et donc on remonte de l'hélium dans les réservoirs pendant le vol. Et donc ces lignes permettent, donc on a des lignes d'alimentation et des lignes de pressurisation. On fabrique également un certain nombre de lignes au niveau du moteur lui-même. Donc voilà, avec là aussi des contraintes de propreté et d'isolation, hein, puisqu'on parle d'oxygène et d'hydrogène liquide à tous les niveaux de la chaîne. Donc effectivement, on était arrivé à un calendrier de livraison très critique. Alors, oui ? EPC, c'est étage principal cryotechnique, et ESC, étage supérieur cryotechnique. Donc on avait un calendrier de livraison très critique parce qu'on avait eu des soucis. Hein, les outillages datent quand même d'il y a un certain nombre d'années. Hein, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on produit Ariane 5. Bon, vous avez peut-être entendu parler du début de développement Ariane 6, donc on arrive en fin de vie. Mais néanmoins, il faut quand même qu'on continue à produire. Donc on avait des soucis d'outillage. Voilà, une situation qui progressivement s'était dégradée. Et donc, il y avait même des périodes où c'était tellement tendu qu'on était limite avec le départ de l'étage du bateau et les lancements à Kourou. Donc, c'était vraiment très critique. Et en même temps, donc ça c'était il y a 2-3 ans, la situation évolue maintenant, mais il y a 2-3 ans, notre concurrent principal qui s'appelle SpaceX avait eu des problèmes techniques pas mal avec le Falcon. Et on avait au contraire, nous, une augmentation de demandes clients. Exactement au même moment. Donc en gros, pour résumer la situation, on avait une capacité de production nominale comprise entre 6 et 7 rangs par an. On arrivait à peine à en sortir un peu plus de 5 et le client nous en demandait 8. Donc la situation était vraiment très très critique. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On a regardé un certain nombre de possibilités d'augmenter la productivité. Et ce qu'on a fait, c'est que donc on a fait appel à un consultant de chaîne critique pour faire l'analyse de la situation et regarder ce qu'on pouvait mettre en place. Alors, ce que je voudrais préciser aussi là, c'est que ce que je vais expliquer est très production, hein, puisque le problème que nous avions, c'était un problème de production.
Néanmoins, un certain nombre de ces techniques sont applicables également en développement ou pour des projets de manière générale. Donc il faut vraiment se dire que c'est quelque chose qui est assez structurant et qu'on peut appliquer de manière efficace sur plein de projets. Alors donc je vais passer un tout petit peu de temps à vous expliquer sur le plan, la théorie, disons, ce qu'on appelle la théorie des contraintes, hein, et donc les étapes du process. Alors la théorie des contraintes, c'est quoi? C'est en fait le fait de dire, quel que soit ce qu'on a à faire, que ce soit un développement, une production, un projet, il y a à un moment donné une contrainte dans le système. Donc ça va être ce qu'on appelle un poste-goulot, c'est-à-dire quelque chose qui ne délivre pas la cadence de production ou un manque de ressources quelque part. Ou, voilà. Bon, donc c'est ce qu'on appelle la contrainte du système, là où les contraintes évidemment. Donc la première étape, c'est d'identifier là où les contraintes du système. Et puis ensuite, décider de la manière de les gérer. Si on est à l'équilibre, pas de problème, on sait qu'on a une contrainte, on la garde. Bon. Si on se pose la question en général, c'est qu'on a un problème. Donc là, effectivement, il faut se dire, bah, cette contrainte-là, je souhaite la lever, augmenter son efficacité. Et dans ce cas-là, le diagnostic, c'est de dire, je travaille sur cette contrainte, et là, je dois vraiment aligner toute l'entreprise sur cette contrainte-là. Vous verrez après comment, pratiquement ce à quoi ça correspond, pour qu'on arrive à des contraintes de système. Évidemment, l'objectif étant de lever cette contrainte-là pour améliorer l'efficacité, rattraper du planning ou rattraper des résultats financiers. Une fois qu'on a relevé la contrainte du système, ben on recommence, parce qu'en fait, évidemment, quand une contrainte est éliminée, alors soit on arrive au résultat voulu en termes de calendrier, de cadence de production, de résultats de projet, soit on n'y arrive pas, et ça veut dire qu'on a une nouvelle contrainte ailleurs dans le système qu'il va falloir également lever. Et la clé, c'est vraiment ne pas laisser l'inertie s'installer. C'est vrai même une fois qu'on a stabilisé la situation. C'est-à-dire que là, nous, on est maintenant à un stade où on est à la cadence souhaitée. On a des résultats qui sont, disons, acceptables. Mais néanmoins, si on laisse le système comme ça, à un moment donné, l'inertie reprend le pas. Et ça, c'est vraiment le travail de la direction, d'être attentif à ce qui se passe dans la société et de toujours faire attention à ne pas laisser l'inertie s'installer. Alors, quand on parle de production, mais ça peut être vrai aussi sur un projet, on va travailler sur ce qu'on appelle les postes-goulots. Alors, les postes-goulots, ça consiste à dire, quand on a un flux de production, un flux de fabrication ou un flux quelconque, à un moment donné, on va se retrouver avec un élément qui n'est pas passant, c'est-à-dire qui est moins dimensionné que le reste du système. Et c'est essentiel d'identifier ce poste-goulot pour pouvoir travailler dessus. Et ça, c'est aussi quelque chose... alors souvent, on a pas mal de paradigmes associés à ça. C'est quelque chose qui peut être déstabilisant parce qu'il arrive quelquefois qu'on investisse dans une machine ou une équipe ou des sujets. On a mis de l'argent dedans parce qu'on se dit, voilà, au niveau techno, c'est des nouvelles techno, c'est des choses importantes. Et c'est pas forcément ça le poste-goulot. Et en fait, on se trompe de débat. Et vous verrez, je illustrerai tout à l'heure un des travers classiques dans lesquels on tombe, et nous, on était tombés dedans. C'est le fait de dire, puisque j'ai investi et j'ai quelque chose qui est en place, je l'amortis au maximum, donc je mets beaucoup de charges dessus, et en fait, le goulot n'est pas là. Et on surcharge le système, alors qu'il faut qu'on travaille au contraire sur l'endroit où est la contrainte. Oui. Christine, juste pour préciser, dans l'entreprise, ça faisait 5 ans que c'était un vrai problème. C'était pas faute d'investissement, hein. Non, ce n'était pas faute d'investissement, puisqu'effectivement, tout ce que je vais vous présenter là ne demande pas des investissements excessivement lourds. C'était vraiment une question d'organisation d'entreprise et de surveillance, justement, du ou des fameux postes-goulots. Bon, j'ai illustré ici la cadence. Alors là, effectivement, ça, c'est vraiment production, hein. On parle de tact quand on fait une cadence. C'est juste pour vous montrer, vous verrez après, on était à une cadence de production qui était à peu près de 38 jours.
alors que pour faire 8 rangs par an, il fallait qu'on tombe à 27 jours. Donc c'était énorme, hein. On avait un nombre de jours à gagner sur le cycle de fabrication qui était absolument gigantesque. La deuxième chose qu'on a utilisée, donc qui s'est liée, hein, la théorie des goulots et la chaîne critique, c'est le fait que souvent on travaille avec des étapes, et ça c'est vrai en production comme en développement, on travaille avec des étapes qui sont découpées. Donc sur chaque travail à faire, on va demander aux équipes ou à un fournisseur, ça peut inclure aussi la chaîne de sous-traitance, on va demander combien va durer ce temps-là. Et puis évidemment, chacun met ses marges. Hein. Forcément, quand on demande à un secteur combien de temps tu vas mettre à faire ce boulot, il va mettre des marges par-dessus. Et du coup, quand on prend l'ensemble du résultat et qu'on analyse finement le temps, la valeur ajoutée, le temps passé sur la tâche, on s'aperçoit qu'il y a souvent des temps gaspillés. Alors la technique de la chaîne critique, c'est quoi? C'est de dire, quand on a plusieurs tâches qui représentent un temps donné avec du buffer, ce qui est normal, il faut absolument laisser du buffer sur les activités qu'on fait puisqu'on n'est jamais à l'abri d'aléas, hein, donc il faut garder toujours une marge de planning pour aléas. Mais le buffer est mutualisé et en fait on prend le temps sec de chaque opération, donc ça c'est une petite révolution culturelle, hein, souvent chez les équipes. Enfin, nous au début ça a été très compliqué à mettre en place parce que les gens se sentent dépossédés de la petite marge de sécurité qu'ils ont. Et en fait, il faut vraiment expliquer, et l'ensemble du process aussi, c'est quelque chose qui nécessite une communication très importante, répéter, expliquer, parce que le temps que les équipes adhèrent, c'est quand même une certaine révolution culturelle. Et au début, évidemment, ils sont réfractaires. Hein. Et donc, là, on travaille en fait sur un temps focalisé, et on a une marge tampon qui est mutualisée. Donc, ce n'est pas un problème. Quand quelqu'un a un souci, qu'il y a un problème technique, un retard, on prend dans le buffer. Mais ça se fait en transparence et surtout, ça permet de mutualiser les marges. Et là où c'est important, c'est que ça permet aussi d'identifier sur l'ensemble du projet ou de la production la marge qui reste. Si à un moment donné, elle devient vraiment trop faible par rapport à l'objectif de calendrier, là, ça veut dire qu'il faut mettre des actions en place et il faut mettre des actions en place sur les actions qui viennent, pour sécuriser les actions qui doivent suivre. Donc ça permet aussi de faire des arbitrages de priorité. Donc ça, c'est la partie un petit peu théorique. J'ai été rapidement, si vous... Bon, il y a plein d'ouvrages qui existent sur la chaîne critique, la théorie des contraintes. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver pas mal de bibliographies. Il y a un bouquin aussi qui est un peu la base de ça, qui s'appelle Le but de... Goldratt, c'est ça. Il y a le but de Goldratt et il y a celui qu'il a fait spécifiquement sur la gestion de projet qui s'appelle Critical Chain. Oui. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la journée. Bon, donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver. Hein, mais bon, nous, en l'occurrence, on s'est fait accompagner parce que je pense que vous tous, vous avez une activité qui est une activité avec ses connaissances et on n'est pas forcément spécialiste de ça, donc c'est vrai que c'est pas mal aussi d'avoir un conseil. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans la pratique pour vous montrer effectivement ce qu'on a fait et comment on a appliqué cette théorie des contraintes. Donc, en fait, on avait identifié 2 goulots, le banc de soudage du réservoir, donc de l'étage principal, et puis le CQR. On en a identifié d'autres, mais là, j'illustre 2 en particulier pour vous montrer les différentes techniques qu'on peut mettre en place. Alors, l'identification des postes goulots. Donc, voilà, on a eu un process itératif. Le premier poste goulot qu'on a identifié, on s'en doutait que c'était celui-là, pour le coup, ce n'était pas une surprise. Le banc de soudage, donc vous voyez ici le banc de soudage qui permet de souder le réservoir nu. Donc c'est un outillage énorme, puisque le réservoir fait 23 mètres de long, 5 mètres 40 de diamètre. Et on avait pas mal de variabilité autour de ce banc de soudage. Et donc c'était, quand on a analysé la situation, c'était clairement ça qui nous faisait le tact. Donc il fallait qu'on arrive, pour augmenter la cadence, à accélérer la capacité du banc de soudage. Ce qu'on a fait, et puis une fois qu'on a traité un poste goulot, c'est un autre poste goulot qui se révèle, et ainsi de suite. Donc on a itéré jusqu'à arriver à une situation de production qui était l'objectif.
Donc le deuxième poste au goulot, on ne s'y attendrait pas forcément, c'était le contrôle qualité-réception, donc toute la chaîne de fournisseurs. Quand on récupère les livraisons des fournisseurs, on avait là aussi un engorgement complet des fournisseurs, du CQR, donc du contrôle qualité, qui nous permettait après de distribuer les différents équipements dans la chaîne de fabrication. On a traité ce goulot, on en a donc un autre qui est arrivé, qui était donc les fameuses lignes qui ont également on soude et qu'on isole. Hein, donc on avait en fait, on a des contrôles radio sur toutes les soudures qu'on fait pour vérifier que la soudure n'a pas de défaut. Et en fait, on avait là aussi un goulot au contrôle RX des lignes. Et là, celui-ci, donc, qui est en cours, hein, là c'est la dernière étape qu'on mène maintenant depuis quelques semaines. C'est la fameuse intégration équipement qui est en salle blanche, où là, il y avait une désorganisation assez forte du travail, parce que c'est un planning qui n'est pas linéaire. Et donc voilà, la structure était pas bien en place pour maîtriser. Alors ça ne se voyait pas avant, parce que tous les autres, évidemment, étaient goulots plus forts. Donc eux, ils étaient en fin de chaîne et ils arrivaient à tenir la cadence qu'on avait au départ. Et puis au fur et à mesure qu'on a décontraint le système et qu'on a accéléré la fabrication dans toute la chaîne, c'est eux qui se sont retrouvés en poste-goulot. Donc c'est le poste-goulot auquel on s'attaque maintenant. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc sur le banc de soudage réservoir, donc là, oui. Excusez-moi, par rapport au boulot, juste, comment vous avez identifié les boulots en termes de méthodologie? Est-ce que c'était la direction ou est-ce que ça a été vraiment collectif? Et deuxième question, est-ce que vous avez identifié les 4 boulots dès le début du projet et après vous avez mis la mise en œuvre progressivement? Ou est-ce que vous avez identifié le premier, vous avez avancé, puis 2 mois plus tard vous avez identifié le second, vous avez avancé, etc. Alors, le premier, c'est le banc de soudage, on s'en doutait. Hein, ça, effectivement, on savait que là, c'était déjà tendu. Et d'ailleurs, on avait déjà commencé à prendre un certain nombre de mesures avant de mettre en place la chaîne critique pour le sécuriser. On avait beaucoup de variabilité, des défauts de soudure, des choses comme ça. Donc là, on a vraiment mis un focus pour qu'on arrive à mettre plus sous contrôle le planning de soudage. Par contre, on n'a pas fait ça seul. Alors effectivement, la remarque est importante, c'est une initiative de la direction. C'est-à-dire que là, quand on fait ce genre de choses, il faut vraiment que ça soit... C'est du top-down. Hein. Moi, j'ai plutôt un management participatif. Mais là, en l'occurrence, quand on fait ce genre de choses, il faut vraiment restructurer l'entreprise et mettre en place un état d'esprit qui ne peut être insufflé que par la direction. Et donc, ça a été vraiment top-down. On a eu un premier diagnostic avec l'équipe de consultants auquel on a fait appel, avec l'équipe de direction. Bon, le consultant nous a fait un constat qui était un petit peu violent sur le coup, mais voilà, moi j'étais déterminée à ce qu'on le fasse. Et donc, derrière, on a vraiment décliné dans toutes les strates du management ce qu'on voulait faire en l'expliquant. Et puis, très honnêtement, il y a des moments où on avait des réticences. Et là, à un moment donné, il faut faire acte de management. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a faites, ça ne leur plaisait pas, mais voilà, on le fait, on le décide et on ira jusqu'au bout. Et là, l'équipe de direction était très alignée. Mais on a quand même eu besoin d'être aidé parce qu'effectivement, comme je disais, même si on voit qu'il y a des dysfonctionnements dans l'usine, c'est compliqué d'être sûr que c'est vraiment le poste goulot. Donc là, l'expérience des consultants auxquels on a fait appel a été très précieuse parce qu'ils ont déjà beaucoup voilà, ils avaient déjà vu beaucoup de choses. Et donc, assez vite, ils nous ont aidés à cibler les postes goulots. Et puis surtout, là où c'est utile aussi, c'est quand on a identifié un poste goulot, et là, en l'occurrence, le banc de soudage, on savait que c'était un poste goulot. Hein. Une fois qu'on a diminué les variabilités, qu'on a le process de fabrication un peu plus sous contrôle, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où la mise en œuvre de cette théorie-là en pratique dans l'usine, c'est bien d'avoir aussi un soutien, parce qu'on ne sait pas forcément, entre guillemets, quelle technique utiliser. Là, je vais vous montrer différentes techniques qu'on a mises en place. En fonction du cas qu'on trouve, telle ou telle technique est souvent mieux appropriée ou moins bien. Donc ça, c'est bien aussi quand même d'être aidé. Alors, Christine, juste pour que tu nous précises, toi, grande expérience de production avant? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de leadership.
C'est ça. En l'occurrence, dans ce cas-là, oui, clairement. Alors d'abord, être convaincu soi-même. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal discuté avec les consultants avec qui on a travaillé. J'ai compris assez vite où ils voulaient nous emmener et ça m'allait bien. Enfin, j'adhérais à la démarche. Et ensuite, il faut vraiment aligner la boîte dessus. Oui, ça c'est clair. Donc c'est effectivement du leadership. Un petit peu, bon, la connaissance évidemment hein, du process, de la structure. Hein. Moi, ça faisait quand même 2 ans que j'étais en place, donc je commençais à mieux comprendre ce qui se passait. Mais c'est vrai que voilà, avant j'avais tenu d'autres postes au sein du groupe Airbus. Donc cette fabrication particulière m'était étrangère. L'application de ça, elle n'est pas très compliquée en soi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le mécanisme et qu'on sait où on veut aller, là où c'est intéressant de se faire accompagner, c'est plutôt pour la mise en œuvre voilà, de chaque petite astuce ou chaque technique, une fois qu'on a fait le constat. Et le constat, on ne le fait pas toujours bien. C'est pour ça aussi que c'est utile d'avoir un regard extérieur, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelquefois, on a mis beaucoup de moyens sur une étape de fabrication ou sur un projet. On a embauché, ça peut être sur un développement par exemple, on a embauché des gens brillants et donc on veut les utiliser à fond. Et en fait, quelquefois, on est aveuglé par ça et on se trompe sur le vrai sujet à traiter. C'est là où un regard extérieur peut être utile. Alors, qu'est-ce qu'on a fait donc sur le banc de soudage? Oui. Juste pour continuer sur ce sujet, Guillaume. Oui. Quels ont été vos critères d'évaluation des talents, les compétences clés que vous-même avez décidé ou avez évaluées chez les gens qui ont travaillé avec vous dans ce projet chez les consultants et dans vos collaborateurs dans l'entreprise? Alors, chez les consultants, bon, je ne sais pas si je les cite, Jean-Christophe Tignon, en fait, c'est l'équipe Maris, hein, c'est Philippe Maris, donc, qui fait pas mal de choses sur la théorie des contraintes un petit peu partout. Bon, là, je trouve que c'est par hasard, hein, c'est-à-dire que c'est donc, j'avais évidemment un lean manager hein, dans ma structure. On avait déjà essayé un certain nombre de choses qui n'avaient pas trop marché, et en particulier qui demandaient des investissements très lourds que de toute façon on n'avait pas. Hein. Ce process, on l'a lancé il y a 18 mois à peu près. On savait déjà qu'Ariane 6 avait déjà démarré. Hein. Donc nous, on est en fin de production. On ne fabriquera pas en série Ariane 6. Donc nous, la structure est destinée à disparaître. Les outillages, quelques-uns seront réutilisés, mais de manière marginale. Donc je n'avais pas non plus des millions à ma disposition. Mes maisons mères m'expliquaient qu'il fallait qu'on redresse la situation, mais en dépensant quand même un minimum d'argent. Donc on avait déjà essayé des choses pour modifier les flux, etc. Mais c'est quand même des outillages énormes qu'on a. Les investissements auraient été beaucoup trop lourds. Donc en fait, voilà, mon lead manager est allé à une conférence. On avait tous lu le but, évidemment. Enfin voilà, on avait quand même déjà une petite sensibilité au sujet. Mais c'est vraiment par hasard, ou quand il est revenu de cette conférence en me disant « Écoute, je trouve que ce qu'il propose n'est pas idiot, on pourrait creuser un peu ». Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais au départ, on n'avait pas d'idée vraiment préconçue sur le sujet. Et les compétences de vos collaborateurs, quelles sont les compétences clés que vous avez évaluées chez vos collaborateurs, vous disant que ça va marcher avec eux, ou telle personne finalement n'est pas au bon poste, ça ne va pas venir sur cette méthode-là, il va falloir renouveler les équipes, les modifier, je veux dire, etc. Alors, j'avais déjà une équipe de direction relativement soudée. C'est important d'avoir un bon esprit d'équipe. Hein. Ça, enfin bon, moi, de toute façon, je ne sais pas travailler autrement personnellement. Donc j'avais déjà, alors au niveau de mes N-1, j'avais déjà une équipe qui fonctionnait. Il y avait eu effectivement quelques mouvements après ma nomination. Donc j'étais assez satisfaite de mon équipe. C'est important parce qu'il faut aussi admettre, il faut admettre d'être bousculé. Hein, c'est-à-dire que les constats qu'on fait là remettent en cause, pas les personnes, mais l'organisation. Et évidemment, quand la direction de la production ou la direction de la qualité, vous verrez, on a mis des actions en place. Quand à un moment donné, le constat c'est oui, mais ça ne marche pas chez toi. Il faut quand même que la personne soit capable de l'entendre, de le digérer, et qu'après, collectivement, on voit comment on fait. Donc ça, c'est important de conserver et d'ailleurs, c'est une règle, hein, c'est une bienveillance à l'intérieur de l'équipe. Et vraiment, on y va tous ensemble. Donc ça, c'est important de garder cet esprit-là. Après, au niveau des managers intermédiaires, je n'ai pas eu tellement de turnover. Il y a 1 ou 2 personnes qui sont parties, mais ça a été plutôt des mouvements naturels.
Et après, la clé, c'est effectivement de vraiment communiquer et expliquer. Et ça, c'est vrai sur toute l'entreprise, hein. On a fait plusieurs réunions avec l'ensemble du personnel pour expliquer ça, hein, en fait, ce que je vous montre là, pour qu'ils comprennent où on allait et pour que progressivement ils adhèrent. Et alors après, il y a un moment qui est un peu magique, je trouve, c'est que quand ça commence à marcher. Parce que là, du coup, les gens adhèrent naturellement. C'est-à-dire qu'au début, ils sont réticents, on va modifier leurs habitudes de travail. Vous verrez, on a fait quelque chose d'assez violent sur le banc de soudage. On a fait une observation terrain, hein, c'est-à-dire que pendant 4 semaines, on avait des personnes qui observaient ce que faisaient les opérateurs pour justement caractériser le fameux temps sec. Donc ça, c'est chaud, parce que les opérateurs, ils voient quand même quelqu'un qui regarde ce qu'ils font à longueur de journée. Ils se sentent espionnés, ils n'aiment pas beaucoup ça. Donc c'est important de communiquer, d'expliquer pourquoi on fait ça. Et après, une fois qu'on l'a mis en place, et comme la mise en place est assez rapide, hein, c'est quelques semaines, une fois qu'on l'a mis en place et qu'ils ont vu que ça marchait, là, ils ont compris pourquoi on les avait amenés là. Et alors l'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le renouveler beaucoup plus, puisqu'en fait, il y a l'expérience du secteur où ça a marché. Donc ça a été le plus dur, évidemment, au niveau du banc de soudage. Et puis après, sur les autres postes goulots sur lesquels on a travaillé, les gens adhéraient assez vite à la démarche parce qu'ils avaient vu que ça marchait sur le poste de travail voisin. Donc globalement, c'est vraiment la communication. Après, oui, il y a quelques personnes, mais ça, c'est dans toute organisation, hein. Il y a toujours des réticents. Bon, voilà, les vrais réticents, là, oui, c'est acte managérial, hein. Faut passer en force. Écoute, c'est un ordre et tu le fais. Donc, alors voilà, donc si je reviens un petit peu à la chaîne critique, donc ce qu'on a fait, hein, voilà, donc l'organisation qu'on avait avec un enchaînement de différents travaux, donc du soudage, on a des contrôles assez importants évidemment, et donc vous voyez là qu'on avait entre chaque étape du temps perdu. Et en chaîne critique, on fait sauter chacun de ces petits temps, hein, donc on a une marge tampon à la fin, et quand on a un problème sur une des étapes, c'est cette marge finale qu'on vient grignoter. Mais l'idée, c'est vraiment d'enchaîner au plus rapidement toutes ces étapes-là pour ne pas perdre de temps entre chaque étape. Juste pour que tu nous précises, ce que tu appelles le temps perdu, c'est le fait qu'on sait que parfois il y a des retards, que parfois ça va plus rapide, etc., et que chacun se garde une marge pour le cas où. C'est ça. Et toi, tu leur dis... Non, vous faites au plus vite. Vous n'avez plus de délai, vous faites au plus vite. Voilà. En fait, quand dans l'atelier, on nous dit il va me falloir 3 jours pour faire ça, nous on dit on s'en fout que ça soit 3 jours ou que ça soit tu le fais au plus vite. Et si tu as un problème, on sait qu'on a la marge tampon. Et derrière, par contre, tu passes la suite du travail le plus vite possible à ton collègue. Elle est où la marge tampon? Je n'ai pas compris, elle est à la fin? Elle est à la fin dans notre calendrier. Hein, c'est-à-dire que dans le planning nominal qu'on a mis en place, on met les travaux les uns à la suite des autres sans aléa. C'est pour ça, mais je vais l'expliquer après, c'est pour ça qu'on a fait, en tout cas sur le banc de soudage, cette phase d'observation. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas les temps secs en réalité. Donc on a été obligé, sur 1 ou 2 cycles, de regarder le temps de chaque opération pour voir sans aléa quel était ce temps-là. Et ça nous permet de contrôler le calendrier parce que au fur et à mesure, on surveille cette marge tampon. Donc évidemment, elle est prise. Hein. L'objectif, c'est qu'elle soit consommée. Hein. Enfin, c'est pas l'objectif, il est normal qu'elle soit consommée. Le planning nominal, c'est bien celui qui est à la fin. Mais ça nous permet, si on voit par exemple qu'il y a un secteur qui est en difficulté ici, qui prend trop de retard et qui nous consomme trop de la marge tampon, on met du renfort ou on vient surveiller ces postes-là pour aider et perdre le minimum de temps dessus. Alors, comment on a fait concrètement? C'est pour ça que je disais, en fonction de ce qu'on diagnostique, il peut y avoir différentes techniques. Là, en l'occurrence, on a mis en place une mascotte. Alors, ça peut sembler tout à fait anecdotique. En fait, c'est un outil extrêmement puissant. On s'en est aperçu après coup. Alors, la mascotte, c'est un objet remarquable. Donc, nous, en l'occurrence, c'était un vulgaire panneau qui marquait chaîne critique, opération en cours. Alors, quel est le principe de la mascotte? C'est à partir du moment où on est identifié, on est sur notre poste goulot, donc c'est le poste sur lequel on doit gagner du temps, ou du moins ne pas en perdre. À partir du moment où on a entamé une opération du poste goulot, l'opération qui est en cours a la mascotte.
Donc c'est au pied du poste de travail. Les gens qui travaillent dessus savent qu'ils ont la mascotte, donc ils savent que c'est à cet instant-là le travail le plus important de l'entreprise sur lequel personne ne doit perdre de temps. L'ensemble de l'entreprise est aligné, donc ils savent aussi que quand quelqu'un a la mascotte au pied de son poste de travail, il ne doit pas être dérangé. Il a le droit d'aller prendre un café, hein, mais il ne doit pas être dérangé au sens où on ne doit pas aller lui demander quelque chose sur un autre sujet ou sur un autre projet. Donc c'est vraiment focalisé sur la tâche. Et dès qu'il a terminé sa tâche, il doit savoir à qui il doit passer la mascotte et il la passe sans délai. C'est-à-dire que là, tous ces petits délais rouges là, qu'on perdait avant, parce que quand on avait terminé de souder, par exemple, il fallait qu'un contrôleur vienne faire le tir radio. Oui, mais le contrôleur, il était sur autre chose. Donc il venait 3 heures après, une demi-journée après, il était en congé. Voilà. Et donc ça attendait gentiment, quelquefois plusieurs jours. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on s'est assuré, quand on démarre une tâche, que la personne, ou le secteur qui doit faire la tâche suivante, sait qu'il aura la tâche à faire. Et il est appelé, dès que la tâche est terminée, la mascotte lui passe, et ainsi de suite. C'est le principe de la course de relais. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce qu'en fait, d'abord, ça valorise le travail en cours, puisque la personne qui a la mascotte, au début, elle le prend un peu comme un boulet, et puis après, elle se dit, non, aujourd'hui, c'est moi qui contribue au résultat de l'entreprise, donc il y a une certaine fierté derrière le travail qui est fait. Et puis, ça permet aussi de bien afficher à l'ensemble de l'entreprise où est la priorité à un instant donné. Et ça, c'est important, et ça a été vraiment communiqué, hein, ça doit être partagé dans toute l'entreprise. Donc ça, c'est un outil qui est là en prod, mais qu'on peut mettre en projet. Hein. On l'a fait aussi sur des projets critiques. C'est-à-dire que s'il y a, un calcul ou une opération qui, à un moment donné, est critique, la personne a la mascotte et puis on sait qu'on ne la dérange pas. Donc ça, c'était la première, la première technique. La deuxième, on a quand même associé évidemment des techniques de lean management avec la chaîne critique. La deuxième, et je reviens au point sur le temps sec, là, donc effectivement, c'est l'état d'observation. Donc on a fait des observations en atelier pour déterminer le temps réel des opérations, c'est-à-dire le temps sec, sans buffer. Et on a donc ramené, alors vous vous souvenez, j'avais dit au début, on avait un tact à 30 et quelques jours, 38 jours, alors qu'on était en cadence à peine 6, et il fallait qu'on atteigne 27 jours pour tenir la cadence 8. Et effectivement, avec cette opération, on a pu déterminer que sur le banc de soudage, les temps secs d'opération, en fait, étaient de 22 jours. Comme notre besoin, c'était de produire à cadence 8, on a mis 5 jours de buffer. Alors, c'est un peu arbitraire, bien sûr. Hein. C'est là où l'expérience et la connaissance technique est quand même néanmoins importante parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, la conclusion de cette étape d'observation, ça a été de dire, oui, le tact de 8 par an, il est atteignable. 27 jours, on saurait le faire si on a un temps sec de 22 jours et qu'on maintient 5 jours de buffer. Et puis, on a mis en place la fever chart, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est en fait ce qui nous permet de gérer le buffer. Donc là, vous voyez au fil du temps de fabrication, on surveille les différentes fabrications. Et quand on voit, par exemple, hop, là, je pense qu'on avait eu un problème technique sur celui-là. On s'aperçoit que là, on est en train de déraper et de consommer trop de buffer par rapport à l'objectif. Là, à ce moment-là, il faut mettre en place une action spécifique pour rattraper ce temps. Donc ça va être, la machine est en panne, et ça nous est arrivé, on avait une panne sur une machine. Toutes les autres opérations de maintenance sont arrêtées. L'équipe maintenance entière est rapatriée sur la machine sur laquelle on doit intervenir pour ne pas laisser la situation se dégrader. Pourquoi ? Parce que c'est le poste goulot. Et que ça ne sert à rien de maintenir des équipes sur quelque chose qui n'est pas goulot, pour lequel on n'est pas en train de consommer du buffer, alors qu'à côté de ça, notre opération critique, elle, est en train de perdre du temps. Donc ça demande aussi une flexibilité au niveau des équipes, qui n'est pas non plus facile à mettre en place, mais par contre, quand ça commence à marcher, c'est pareil, c'est très puissant. Et évidemment, donc, le travail sur les variabilités et la protection du poste goulot. Donc, c'est ce que je disais là, évidemment, si on était arrivé à un constat où les opérations étaient à 30 jours, ça voulait dire que la cadence était inatteignable. Donc, il y aurait eu potentiellement des actions plus lourdes à faire pour augmenter la cadence de production.
Alors, bon, là, moi, j'ai cette expérience-là. De manière générale, quand on travaillait avec l'équipe de consultants, ce qu'ils nous disaient, c'est que c'est rarement le cas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, alors en tout cas dans nos pays occidentaux, la manière dont on est organisé, la plupart du temps, il suffit de mettre en place ce genre de fonctionnement pour arriver à revenir à l'objectif de cadence ou de résultats qu'on souhaite. Parce qu'en fait, des gaspillages, des temps cachés, de la désorganisation, il y en a à tous les coins de rue. Et donc, dès qu'on commence à s'en occuper un peu, on arrive très vite à accélérer fortement. Donc, la plupart du temps, ce qu'il faut surtout faire, c'est effectivement protéger le poste goulot. C'est-à-dire que quand on a une opération voilà, qui dérive ou qu'on a un problème à un instant donné, surtout maintenir l'attention dessus pour pouvoir réagir très vite dès qu'on voit que le planning dérape. Le résultat sur le banc de soudage a quand même été remarquable. Donc vous voyez là, alors là on est sur un an, mais en fait on voit très vite, dès qu'on a commencé à mettre en place la chaîne critique, le temps sur le banc de soudage qui descend. On a donc réussi à passer de 38 jours à 27 en quelques mois, et alors qu'on était en 3-8, à revenir en 2-8. Donc en plus, on était à 38 jours en 3-8 avec des équipes de nuit à l'époque, et on a réussi à éliminer les équipes de nuit. Bon, les équipes de nuit, s'il n'y a pas de la totalité de la boîte qui est là, c'est un petit peu discutable aussi. Donc on avait des doutes sur l'efficacité du 3-8, mais on avait tellement de pression du client qu'on avait été obligé de le mettre en place. Et en fait, très rapidement, on a pu arrêter. Et donc, on a vraiment stabilisé la production au tact souhaité. Dans l'atteinte des objectifs, quelle est la partie parce qu'il y a une partie qui est due au fait que le buffer était à ce niveau-là et remis au bout, oui. Quelle est la partie est-ce que c'est une diminution du temps sec ou est-ce que c'est une diminution... Non, on a très peu touché au temps sec. En fait, le temps sec, on y a touché en traitant les variabilités et en organisant l'usine autour du poste goulot. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle temps sec, c'est incluant les aléas techniques. Donc forcément, si à un moment donné, je ne sais pas, on a le soudage sur une circulaire de 5,40 m, c'est quand même une opération complexe. Donc on a régulièrement des anomalies de soudure qu'il faut réparer, etc. Donc on a plutôt travaillé là-dessus, c'est-à-dire que s'il y a une anomalie, les équipes d'ingénieurs soudeurs, experts qui doivent venir pour statuer sur l'anomalie, sur la réparation, ils doivent venir instantanément. Donc on a vraiment organisé l'entreprise autour de ça. On a mis en place des équipes de support technique à la prod. Donc ça aussi, c'est une petite révolution, parce que souvent les ingénieurs en bureau d'études considèrent que voilà, c'est ça qui est important. Et on leur dit, non, vous êtes là pour aider la prod et vous devez être pratiquement au pied levé. Si la prod a besoin de vous, vous descendez dans l'atelier pour statuer la soudure. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Mais on n'a jamais travaillé sur la valeur ajoutée en tant que telle. C'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé d'opération, on n'a pas supprimé de contrôle. On n'a pas contraint les gens, j'insiste là-dessus, on n'a pas supprimé les pauses café ou des choses comme ça. On a peut-être un tout petit peu resserré la surveillance, où effectivement on sait quand même quelquefois qu'il y a un petit peu de relâchement si on n'est pas un peu présent au niveau managérial, mais c'était très light. Franchement, les opérateurs chez nous ne sont pas du tout maltraités. C'est vraiment sur la non-valeur ajoutée, les temps perdus et la structure de soutien de l'entreprise à la production qu'on a travaillé. Par contre, vous voyez, là, le buffer est systématiquement consommé, c'est-à-dire qu'effectivement, on est à 27 jours. Excusez-moi. Quand vous avez travaillé pour lever le goulot, par exemple, Oui. vous avez mis en place en fait la mascotte qui passe et qui Oui. C'est ça. Une fois que c'est en place, vous avez laissé cette mascotte-là ou alors est-ce que ça s'est accumulé en fait, au fur et à mesure? Alors, on l'a laissé un petit moment et puis en fait, assez vite, on n'a plus besoin parce que les gens avaient pris le mode de fonctionnement avait commencé à devenir naturel. Néanmoins, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a à peu près... donc ça, c'était l'année dernière. Il y a 3 mois, à un moment donné, on avait eu des soucis sur le banc de soudage. C'était un petit peu critique. Et puis,
Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a une nouvelle contrainte qui est tombée qui fait que le banc de soudage est redevenu un peu critique, mais pour d'autres raisons. Et un jour où je suis passée dans l'atelier, j'ai vu qu'ils avaient ressorti la mascotte. Donc ça m'a fait sourire parce qu'en fait, c'est les opérateurs qui l'ont ressorti d'eux-mêmes. Et c'est là où aussi c'est très puissant, c'est qu'en fait, une fois que les gens commencent à voir le résultat, que le personnel voit qu'on arrive à l'objectif et que le post-goulot s'est déplacé, parce que forcément, là, une fois que le banc de soudage était plus goulot, on est passé au deuxième post-goulot. Donc là, ils se disent, ça y est, nous, on est dans les clous, donc ils sont plutôt fiers d'être arrivés au résultat, et ils s'approprient toutes les techniques qu'on a mises en place, pour peu qu'elles soient vraiment bien accompagnées. J'insiste sur l'accompagnement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, il faut y faire attention, et il faut qu'ils sentent que c'est important. Moi, j'allais tous les jours dans l'atelier à cette époque-là. J'étais vraiment très, très présente sur le terrain, et toute l'équipe de direction également. Donc ça, c'est important. Mais du coup, ils s'approprient les choses. Et effectivement, le système gagne vraiment en autonomie. Alors là, je vais aller rapidement sur le contrôle réception. Donc là, vous voyez l'encours, quand on a pris le sujet. Donc effectivement, banc de soudage mis sous contrôle. Donc deuxième poste goulot, le contrôle réception. On a réorganisé, donc là c'est des petites réorganisations locales, par typologie pour gagner du temps. Donc là pour le coup on a vraiment restructuré l'équipe pour gagner du temps dessus. Et ce qu'on a fait également, et ça c'est quelque chose d'important parce que c'est un piège dans lequel on était tombé, on a appliqué la règle du 2 pour 1. Alors cette règle-là je l'aime bien parce qu'elle n'est pas du tout instinctive mais elle est très importante. Je suis en retard, Jean-Christophe, c'est ça? Je crois que là, malheureusement, on ne va pas pouvoir détailler ce deuxième poste. La règle du 2 pour 1, la bonne nouvelle, c'est que tu l'as toute la journée. Donc, il y a des tas tu vas avoir une cour de demandeurs. Bon, en 2 mots quand même, la règle du 2 pour 1, parce que je l'aime bien, c'est qu'en fait, c'est sur ce qui n'est pas le poste goulot, il faut limiter l'encours. Et donc là, on avait un poste goulot, donc on avait 1000 ordres de qualité, donc en gros 1000 paquets au contrôle réception. Donc c'était juste en plus totalement démotivant pour les équipes qui voyaient une montagne s'accumuler. Et le principe a consisté à les aider. C'est-à-dire là pour le coup c'est des ressources, on ne peut rien faire d'autre que d'ouvrir les paquets et faire les contrôles réception. Et donc il a fallu qu'on ramène des équipes. Et donc on a dépouillé certaines équipes qui n'étaient pas sur le poste goulot pour ramener des forces vives. Et pour dépouiller les équipes, parce que là encore c'est là où je disais c'est important la communication, mais l'accompagnement y compris du management intermédiaire. Un secteur de l'atelier, le gars, il n'a pas forcément envie de voir s'échapper ses équipes. Et donc, il se créait du boulot, c'est-à-dire qu'il demandait des ordres de fabrication en avance à la gestion de production, etc., pour occuper ces équipes qui étaient potentiellement en sous-charge, puisque ce n'était pas le poste goulot. Et donc, la règle du 2 pour 1 a consisté à dire, vous n'êtes pas goulot, désolé, mais quand vous n'aurez un ordre de fabrication que quand vous en clôturez 2, pour baisser progressivement l'encours chez eux, et libérer de la capacité de ressources pour pouvoir la passer sur le poste goulot. Donc ça, c'est aussi assez compliqué. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être très, très important, parce que souvent, on s'aperçoit que on a plein de monde sur un secteur qui n'est pas forcément c'est pas le bon combat. Voilà, j'ai terminé. Les résultats, donc on a atteint la cadence 8. Donc là, vous voyez le cycle de fabrication du réservoir de l'étage principal qui s'est progressivement effondré. Et vous voyez, chose intéressante, ce que je disais tout à l'heure, ça, la partie bleue, donc là c'est le soudage, ça c'est l'isolation, ça c'est l'intégration équipement. La partie bleue d'intégration équipement, vous voyez qu'elle diverge. Et en fait, c'est le constat qu'on a fait, et ça pour le coup on l'a fait nous-mêmes. Maintenant on travaille en autonomie, donc on n'a plus besoin du consultant. On s'est aperçu qu'effectivement c'était maintenant le secteur intégration équipement qui devenait le poste critique. Parce que, il y a eu des dérives. Et donc maintenant, c'est le dernier poste goulot auquel on s'attaque. Donc on a quand même 25% d'augmentation de cadence en quelques mois. L'élévation du niveau d'autonomie et de compréhension de l'ensemble de l'usine, ça c'est important parce que c'est aussi très motivant pour les équipes. Même si au début c'est difficile, parce que c'est sûr qu'au début on impose des changements et voilà, personne n'aime le changement, donc il faut vraiment l'accompagner. Mais quand on y arrive, c'est vraiment un succès phénoménal. Et ce qui est important, c'est quand même le maintien de la surveillance, puisque si on laisse le système, l'inertie revient. L'engagement du management est essentiel.
Et une fois qu'on a décidé qu'on était arrivé à un état de stabilité, il faut bien entendu surveiller le poste goulot. Aujourd'hui, le banc de soudage reste un poste goulot identifié. S'il y a une panne sur le banc de soudage, la consigne, c'est tout le monde est sur le banc de soudage, que ce soit la maintenance des ingé soudeurs ou autre, pour le débloquer le plus vite possible. Donc ça, c'est aussi très important. Alors, c'est un succès. Oui. Ça a été noté. Oui. Au sein du groupe. Ils l'ont vu. Là, le client est en train de nous dire attendez, vous allez un peu trop vite. Le prochain réservoir, on ne sait pas le prendre. Il va falloir que vous le stockiez 15 jours. donc ça a été la grande satisfaction des équipes. Le jour où c'est arrivé. L'ensemble du groupe est venu visiter tes usines. T'a demandé comment t'as fait. Ouais. C'était très intéressé. Oui. Donc ils ont tous mis en place la chaîne critique. Pas tout à fait. Alors là où je dirais que c'est compliqué, c'est que alors moi j'ai pu le mettre parce qu'on est quand même une structure relativement légère, 150 personnes. Bon, c'est pas négligeable, mais ça reste encore gérable. Sur les grosses structures comme mes maisons mères, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, la clé, c'est vraiment l'application du management. Et effectivement, l'échec pour l'instant que j'ai, malheureusement, mais je ne m'avoue pas vaincue, c'est que je n'ai pas réussi à encore convaincre le haut niveau de management de mes maisons mères que c'était à eux d'agir. Quand on lit des trucs sur le Lean, sur tous ces trucs-là, les gens ils disent mon directeur de la production a qu'à s'y coller, les agents de maîtrise, les équipes d'ingénierie pour le développement, ils ont qu'à faire. Allez-y, je regarde. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Et ça, je pense c'est pas encore toujours bien compris. Sur des choses comme ça qui sont fondamentales, c'est vraiment l'engagement de la direction. Et si la direction n'est pas sur le terrain et ne donne pas l'impulsion, le système, il s'étiole. Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'implication. Et ça, c'est ce qu'on disait en début. Voilà, c'est l'énergie. L'énergie est communicative. Et si cette énergie-là, on ne l'impulse pas du haut, c'est très compliqué pour les équipes derrière de fonctionner. Merci Christine.